« Je veux juste voir mon solde. » Le millionnaire se moque d'elle, jusqu'à ce que l'écran le laisse sans voix. Le réveil sonna à 5 heures du matin. Comme tous les jours, Noémie tendit le bras dans l'obscurité, cherchant à tâtons le bouton qui ferait taire ce bruit insupportable. Ses doigts trouvèrent enfin le vieux téléphone posé sur la caisse en bois qui lui servait de table de chevet. Silence. Elle resta allongée quelques secondes de plus, fixant le plafond fissuré de son studio dans la cité des Érables, en banlieue nord. 30 mètres carrés pour 2 personnes. Un lit pour elle, un canapé-lit pour sa mère, une kitchenette où on pouvait à peine se retourner, une salle de bain dont le carrelage se décollait morceau par morceau, loyer, 680 €, en retard de 2 mois. Elle se leva sans faire de bruit. Dans la pénombre, elle distinguait la silhouette de Reine, sa mère, recroquevillée sous une couverture élimée. Depuis la mort de papa, 3 ans plus tôt, Reine ne parlait presque plus. Les antidépresseurs l'aidaient à tenir, quand il y en avait. La boîte sur l'étagère était presque vide. Encore 4 comprimés, peut-être 5 si elle les coupait en 2. Noémie enfila son jean troué au genou, le seul qui lui restait, et passa dans la salle de bain. L'eau froide sur son visage la réveilla complètement, dans le miroir piqué. Une jeune femme de 28 ans la regardait avec des yeux cernés, des cheveux châtains ternes attachés à la va-vite. Elle ne se reconnaissait plus. Où était passée l'étudiante en soins infirmiers qui rêvait de sauver des vies, celle qui passait ses nuits à réviser l'anatomie et la pharmacologie? Cette fille-là était morte dans les couloirs froids de l'hôpital Saint-Louis. Le même jour que son père, elle secoua la tête pour chasser ses pensées. Pas le temps de s'apitoyer. Elle attrapa son uniforme rouge accroché derrière la porte. Polo Beaumont marchait avec le logo doré sur la poitrine, pantalon noir délavé par trop de lavage. L'uniforme sentait encore un peu la transpiration malgré la lessive. Normal, elle n'avait qu'un seul exemplaire. Les autres employés en avaient 3. Mais il fallait payer une caution de 50 € par pièce, 50 € qu'elle n'avait jamais eue. En sortant de la salle de bain, elle aperçut la porte d'entrée entr'ouverte. Son cœur se serra. Élie, son petit frère de 19 ans, était encore sorti en douce cette nuit. Elle savait où il allait, retrouver Mounir et sa bande, dans les halls d'en bas. Livraison rapide, argent facile, ennui garanti. « Putain, Élie !» murmura-t-elle en refermant la porte à clé. Elle ne pouvait pas le surveiller 24 heures sur 24. Elle travaillait déjà 10 heures par jour, 6 jours sur 7, le dimanche. Elle faisait le ménage chez Madame Chen pour 40 € cash. Quand est-ce qu'elle était censée empêcher son frère de foutre sa vie en l'air? Dans la kitchenette, elle compta les pièces dans la coupelle en plastique près de l'évier, 2,80 €, pile assez pour le ticket de bus aller-retour. Elle prit une pomme ratatinée dans le frigo presque vide, son petit déjeuner, et mordit dedans en enfilant ses baskets trouées. La semelle gauche se décollait depuis 2 semaines. Elle avait essayé de la recoller avec de la super-glue, mais ça ne tenait jamais très longtemps. Avant de partir, elle jeta un dernier coup d'œil à sa mère. Reine dormait toujours, la bouche entr'ouverte, les cheveux gris étalés sur l'oreiller. Elle avait 53 ans, mais en paraissait 10 de plus. Le chagrin et la pauvreté vieillissaient plus vite que n'importe quelle maladie. Dehors, l'air était encore frais. Le bus 132 arrivait dans 7 minutes selon l'application. Noémie s'assit sur le banc du vieil abribus tagué et sortit de son sac la feuille de paie du mois dernier, 1243 € net, moins que le SMIC parce qu'elle n'était qu'à temps partiel officiellement, même si dans les faits, elle faisait bien ses 35 heures, voire plus. Mais M. Beaumont avait ses petites combines pour ne pas payer les charges complètes. Elle avait tout noté au dos de la feuille, au stylo bleu qui bavait, loyer, en retard. 1360 €, EDF, coupure annoncée. 187 €, course minimum, 150 €, médoc maman, 68 €, forfait téléphone, 9,99 €, total, 1764,99 €. Dans son compte en banque, il devait rester, quoi? Peut-être 200 €, 250 si elle avait de la chance et que le prélèvement EDF n'était pas encore passé. De toute façon, elle devrait aller voir aujourd'hui, vérifier son solde avant de décider quelle facture ne pas payer ce mois-ci encore. Le bus arriva avec 15 minutes de retard, bondé, bien sûr. Noémie se tassa près de la porte arrière, son sac serré contre sa poitrine. 40 minutes de trajet jusqu'au Beaumont marché de l'avenue Victor Hugo, le plus grand supermarché du groupe.
celui où venaient les clients du centre-ville, ceux qui ne regardaient jamais les prix. En descendant du bus, elle longea la vitrine étincelante du magasin. À travers les baies vitrées, on voyait déjà Rachid, le vigile, installer les paniers. Il lui fit un petit signe de la main. Au moins, lui ne la traitait pas comme une moins que rien. Elle entra par la porte de service à l'arrière, poinçonna sa carte. 6h47, 13 minutes d'avance, monsieur Ferreira. Le chef de caisse aimait qu'on arrive en avance. Pas payé, mais bon, c'était pour montrer sa motivation. Tiens, Cordier, fit-il en la voyant arriver dans la salle de pause. T'es sur la caisse 3 aujourd'hui? Et fais gaffe à ton tiroir, hein? La semaine dernière, il te manquait 5 €. J'ai remis les 5 € de ma poche, monsieur. Ouais, ben fais en sorte que ça se reproduise pas. On n'est pas une œuvre de charité ici. Noémie ne répondit pas. Elle prit sa caisse et l'installa mécaniquement. 8 heures à scanner des articles, à sourire aux clients, à encaisser, à rendre la monnaie. 8 heures debout, sans pause assise parce que ça fait mauvais genre pour les clients. Les premières heures passèrent dans un brouillard familier. Bip. Bonjour, ça fera 47,80 €. Bip, vous avez la carte de fidélité. Bip, merci, bonne journée. Vers midi, elle reconnut une cliente habituelle, Madame Blanchard, avec son tailleur Chanel et ses ongles vernis. Elle venait toujours acheter des produits bio hors de prix et payait sans jamais regarder le total. « Vous pouvez faire attention en manipulant mes avocats », lança-t-elle d'un ton sec. « Ils sont fragiles. Bien sûr, madame. Bip, 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 vers 15 heures. » Monsieur Ferreira passa derrière elle. « Ta pause, c'est maintenant, 15 minutes, et tu restes dans le magasin. »« Hein ? Pas question d'aller fumer dehors. » Noémie ne fumait pas, mais elle ne le corrigea pas. Elle se dirigea vers la salle de pause minuscule au sous-sol. Elle s'affala sur la chaise en plastique et sortit de son sac le sandwich qu'elle s'était préparé. 2 tranches de pain de mie avec un reste de jambon, elle mangea en regardant son téléphone. Un message d'Élie. « Rentre tard ce soir. » Son estomac se noua. Elle tapa une réponse. « Fais pas de conneries STP. » Pas de réponse. À 18 heures. Enfin, son service se termina. Elle repoinça, récupéra son sac et sortit par l'arrière, sur le parking. Elle croisa Monsieur Beaumont en personne qui montait dans sa Mercedes noire, costume sur mesure, montre qui brillait au soleil couchant. Il ne la regarda même pas. Pour lui, elle n'existait pas. Juste un numéro, une variable dans ses tableaux Excel. Le bus du retour était encore plus bondé. Noémie resta debout, accrochée à la barre. Elle pensait déjà à demain. Même réveil, même trajet, même caisse, même vie qui tournait en rond sans jamais avancer. Mais avant demain, il y avait aujourd'hui. Et aujourd'hui, il fallait aller à la banque, vérifier son solde, voir ce qui restait, décider ce qu'elle pouvait encore sacrifier. Elle ferma les yeux et appuya sa tête contre la vitre froide du bus. « Juste voir mon solde », pensa-t-elle. « C'est tout ce que je demande. » 4 ans plus tôt, la pluie tambourinait contre les vitres de l'hôpital Saint-Louis avec une violence presque rageuse. Noémie traversait le couloir du service des urgences. Sa blouse blanche d'étudiante infirmière tachée de café après 15 heures de garde. Ses yeux brûlèrent de fatigue. Mais elle n'avait pas le droit de flancher. Pas maintenant. Pas après ce qui s'était passé avec papa. 3 semaines. Ça faisait 3 semaines qu'il était parti. Cancer du pancréas. Stade 4. Diagnostiqué trop tard. Ou plutôt, diagnostiqué trop cher. Les examens avaient traîné. La chimio avait été rationnée. Et quand enfin l'hôpital public avait pu le prendre en charge correctement, c'était déjà fini. Il était mort dans un lit au drap rugueux, tenant la main de reine qui ne pleurait même plus. Depuis, Noémie enchaînait les doubles gardes pour payer les dettes, pour occuper son esprit, pour prouver quelque chose. Mais à qui, elle ne savait pas vraiment. Noémie, elle se retourna, docteur Arnaud, le chef des urgences, accourait vers elle, le visage crispé. « On a un truc qui arrive, accident de la route, une femme, état critique, tout le monde est débordé. J'ai besoin de toi en salle 2. J'arrive. » Elle suivit le médecin vers la zone de réanimation. L'hôpital était dans un état catastrophique ce soir-là. Les couloirs débordèrent de brancards. Les infirmiers couraient dans tous les sens et on manquait de tout. Pas assez de lits, pas assez de personnel, pas assez de matériel. Comme d'habitude, les portes automatiques des urgences s'ouvrirent avec fracas. Les ambulanciers entrèrent en trombe,
poussant un brancard où gisait une femme d'une quarantaine d'années, cheveux bruns poissés de sang, robe de soirée déchirée, du tissu cher. Noémie le voyait bien, visage pâle, lèvres bleuies, les paramètres vitaux clignotaient sur le moniteur portable. Trauma crânien sévère, hémorragie interne probable, tension en chute, criait l'ambulancier. On l'a trouvée éjectée du véhicule, pas de ceinture. Docteur Arnaud prit les commandes immédiatement. On l'emmène en salle 2, Noémie, tu restes avec elle, tu me surveilles les constantes et tu prépares les perfusions. La salle de réanimation ressemblait à un champ de bataille. 3 autres patients déjà en cours de traitement, le matériel qui manquait, une infirmière qui pleurait dans un coin parce qu'elle venait de perdre un gamin de 12 ans. Noémie installa le monitoring, vérifia les voies veineuses, ajusta le masque à oxygène. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle se força au calme. Respire, concentre-toi, c'est juste une patiente de plus. Sauf que non, cette femme avait quelque chose de différent. Peut-être son élégance même dans le chaos, peut-être la bague en or qui brillait encore à son doigt, peut-être juste le fait qu'elle ressemblait un peu à maman avant que le chagrin ne la dévore. Docteur Arnaud ausculta rapidement. Merde, elle saigne en interne. Il faut l'emmener au bloc immédiatement, Noémie. Tu appelles les chirurgiens. Le bloc est complet, docteur. 3 opérations en cours. Aucune salle de libre avant au moins 2 heures. Putain. Il se tourna vers l'infirmière en chef. Sophie, on peut la stabiliser ici en attendant ? On va essayer, mais franchement, le sous-entendu était clair. Elle ne tiendra pas 2 heures. Noémie resta au chevet de la patiente pendant que l'équipe s'affairait. Elle vérifiait les poches de perfusion, surveillait le monitoring, nettoyait doucement le sang sur le visage de la femme. Elle ne savait pas pourquoi elle faisait ça. Nettoyer son visage n'allait pas la sauver, mais quelque chose en elle refusait de la laisser ainsi, souillée et seule. Les minutes s'étiraient. Docteur Arnaud fut appelé pour une autre urgence. Un polytraumatisé qui venait d'arriver. Sophie partit chercher des poches de sang. Noémie se retrouva seule avec la mourante. C'est à ce moment-là que la femme ouvrit les yeux. Noémie sursauta. Les pupilles étaient dilatées, le regard flou. Mais il y avait une conscience là-dedans, une présence. « Madame, vous m'entendez ?» La femme tourna légèrement la tête vers elle. Ses lèvres bougèrent, mais aucun son n'en sortit d'abord. Noémie se pencha plus près. « N'essayez pas de parler, madame. Économisez vos forces. Les médecins vont revenir. On va vous opérer. Ça va aller. » Mensonge. Ça n'allait pas aller. Noémie le savait. On le savait toujours. La main de la femme se leva faiblement. Cherchant quelque chose, Noémie prit cette main dans la sienne. Elle était glacée. « Como te llama ?» murmura la femme avec un accent étrange, mélange de français et d'espagnol. « Noémie. Je m'appelle Noémie Cordier. » Un semblant de sourire traversa le visage ensanglanté. « Ah, Noémie » répéta-t-elle comme si elle gravait ce nom quelque part dans sa mémoire mourante. Elle serra la main de Noémie avec une force surprenante pour quelqu'un qui s'éteignait. « Écoute-moi, il faut que quelqu'un... » « Chut, madame, ne parlez pas. Gardez vos forces. Non, écoute, il faut que quelqu'un empêche qu'il continue. Qui ça, votre mari? Quelqu'un vous a fait ça? Non, pas ça. Pas l'accident. Lui, il détruit les gens, pour l'argent. Toujours l'argent. Je n'ai jamais pu, jamais eu le courage. » Ses yeux se remplirent de larmes qui coulèrent sur ses tempes. « Je suis désolée, tellement désolée. J'aurais dû faire quelque chose. » Avant, Noémie ne comprenait pas vraiment ce qu'elle disait, mais elle sentait la détresse. Le regret, la culpabilité qui rongeait cette femme même au seuil de la mort. « Vous n'avez rien à vous reprocher, madame. Vous êtes une bonne personne. J'en suis sûre. »« Non, » murmura la femme. « Bonne, non. Mais toi, tu es resté. Tu ne m'as pas laissé seule. Je ne vous laisserai pas seule. » promit Noémie, la gorge serrée. « Je reste là. D'accord, je reste avec vous. » La femme hocha imperceptiblement la tête. Ses doigts se crispèrent sur ceux de Noémie. « Ton nom ? Noémie Cordier. Je m'en souviendrai. »« Là-haut. Quel est le vôtre, madame ? » ?»« Hélène Beaumont. » Le nom ne disait rien à Noémie sur le moment. Juste un nom. Une femme parmi d'autres. Les alarmes du monitoring commencèrent à hurler. La tension chutait. Le cœur ralentissait. Docteur Arnaud revint en courant, Sophie sur ses talons, mais ils savaient tous que c'était fini. Trop tard pour le bloc,
trop tard pour tout. « On masse !» cria le docteur. Mais Hélène serra une dernière fois la main de Noémie et murmura « Ne me lâche pas, s'il te plaît. »« Je ne vous lâche pas, » promit Noémie, les larmes aux yeux. « Je suis là, je suis là. » Le massage cardiaque commença, violent et désespéré. Noémie tenait toujours la main d'Hélène, refusant de la lâcher malgré l'agitation autour d'elle. Elle lui parlait doucement, des mots sans importance, juste pour qu'elle ne parte pas dans le silence. « Vous n'êtes pas seule, je suis là, vous êtes courageuse, tout va bien, mais rien n'allait bien. » Après 10 minutes d'acharnement, Dr Arnaud s'arrêta, en sueur, et regarda l'horloge murale. Heure du décès, 23h42. Le silence retomba sur la salle. Sophie éteignit les alarmes. Une infirmière commença à noter les informations sur la fiche. Noémie restait figée, tenant toujours la main froide d'Hélène Beaumont. « Noémie, lâche-la maintenant, » dit doucement Sophie. « C'est fini. » Mais Noémie ne pouvait pas tout de suite. Elle regarda le visage apaisé de la morte, enfin débarrassée de la douleur et du sang. Une femme qui avait eu peur, une femme qui avait regretté quelque chose, une femme qui lui avait fait promettre, sans mots clairs, d'empêcher lui de continuer à détruire les gens. Finalement, elle lâcha la main et recula. « Tu as fait ce que tu as pu, » dit Dr Arnaud en posant une main sur son épaule. « Ce n'est pas ta faute. » Noémie hocha la tête sans répondre. Elle savait que ce n'était pas sa faute, mais ça ne rendait pas les choses plus faciles. Cette nuit-là, en rentrant chez elle sous la pluie battante, Noémie se fit une promesse silencieuse. Plus jamais elle ne laisserait quelqu'un mourir seul dans un couloir froid. Si elle pouvait l'éviter, plus jamais elle ne lâcherait la main de quelqu'un qui avait peur. Elle ne savait pas encore que cette promesse allait changer sa vie, ni que le nom Beaumont reviendrait la hanter des années plus tard. 3 mois avant l'accident, maître Romain Chevalier ajusta ses lunettes et relut pour la 3e fois le document posé devant lui. Dans son cabinet feutré du 6e arrondissement, les bruits de la rue ne parvenaient qu'assourdis. L'odeur du cuir des fauteuils anciens se mêlait à celle du café qu'il venait de se servir, 45 ans de métier, des centaines de testaments rédigés, des successions complexes, des héritages disputés, des secrets de famille enfouis dans des coffres-forts. Mais celui-là était différent. On frappa à la porte. « Entrez !» Hélène Beaumont pénétra dans le bureau avec cette élégance discrète qui la caractérisait. Tailleur beige, sac Hermès, perles aux oreilles, mais quelque chose dans son regard trahissait une lassitude que l'argent ne pouvait masquer. « Maître Chevalier, merci de me recevoir. »« Madame Beaumont, asseyez-vous, je vous en prie. Votre demande était inhabituelle. Je dois vous avouer ma curiosité. » Elle s'installa dans le fauteuil en face de lui, croisa les mains sur ses genoux. Romain remarqua qu'elle ne portait plus son alliance. Détail intéressant. « Mon mari ne doit rien savoir de cette démarche. » Commença-t-elle sans préambule. « Absolument rien, c'est possible. Le secret professionnel est absolu, madame. Tout ce qui se dira dans ce bureau restera entre nous. » Elle hocha la tête, sembla rassembler ses pensées, puis se lança. « Je veux créer un fonds secret, prélevé sur mes biens propres, ceux que j'ai hérités de mes parents. Léon n'a aucun droit dessus légalement. Quel serait l'objectif de ce fonds ? » Hélène prit une longue inspiration. « Vous connaissez mon mari, maître. Vous savez quel genre d'homme il est. » Romain ne répondit pas. Effectivement, il savait. Léon Beaumont était client du cabinet depuis 15 ans. Homme d'affaires impitoyable. Toujours dans la légalité mais jamais dans la compassion. Le genre qui licenciait 200 employés avant Noël pour améliorer ses marges. Léon a bâti son empire sur le dos des plus faibles, continua Hélène d'une voix tremblante. Il traite ses employés comme du bétail. Il humilie les fournisseurs qui osent que négocier. Il écrase quiconque se met en travers de son chemin. Et moi, j'ai laissé faire. Pendant 23 ans, j'ai détourné le regard. Elle sortit un mouchoir de son sac, essuya discrètement ses yeux. Je suis complice, maître. Par mon silence, je suis complice. Et je ne peux plus vivre avec ça. Que voulez-vous faire exactement ? Je veux qu'une partie de ma fortune aille à quelqu'un qui mérite vraiment. Pas un héritier désigné par le sang ou le mariage. Quelqu'un qui aura fait preuve de vraie humanité, de vraie compassion, sans rien attendre en retour. Romain fronça les sourcils. C'est assez vague comme critère, madame. Laissez-moi vous expliquer.
J'ai récemment fait une donation à l'hôpital Saint-Louis. J'y vais régulièrement en bénévolat et j'ai vu comment certaines personnes, souvent les plus humbles, font preuve d'une bonté extraordinaire. Les aides-soignantes qui restent après leur service, les infirmières qui tiennent la main des mourants, les étudiantes qui se battent pour obtenir des examens pour des patients que tout le monde a abandonnés, sa voix se brisa légèrement. Ces gens-là ne seront jamais riches. Maître, le système est fait pour qu'ils restent pauvres, pour qu'ils se tuent à la tâche sans jamais être reconnus. Et pendant ce temps, des hommes comme mon mari accumulent des millions en détruisant des vies. Je comprends votre sentiment, madame. Mais comment voulez-vous identifier cette personne ? Hélène se pencha en avant. Voilà ce que je propose. Je crée un fonds de 5 millions d'euros, placé intelligemment pour qu'il fructifie. Si un jour, dans une situation d'urgence médicale me concernant, quelqu'un fait preuve d'une compassion exceptionnelle, sans savoir qui je suis ni ce que je vaux, cette personne deviendra bénéficiaire du fonds. Et comment identifierait-on cette personne ? Enquête interne, rapports médicaux, témoignages du personnel. Vous disposerez de tous les moyens nécessaires pour mener l'investigation. Mais discrètement, Léon ne doit rien savoir, jusqu'à ce que l'argent soit versé et légalement verrouillé. Romain réfléchit longuement. C'était audacieux, risqué juridiquement, mais techniquement possible. Il faudra des clauses très précises, des protections contre toute contestation, un délai d'investigation, un mode de versement sécurisé. Faites ce qu'il faut, maître. Je vous fais entièrement confiance. Et si, pardonnez ma franchise, si rien ne vous arrive, si vous vivez encore 20 ans, un sourire triste passa sur les lèvres d'Hélène. Alors ce sera tant mieux. Mais j'ai le pressentiment que mon temps est compté. Appelez ça une intuition féminine si vous voulez. Pendant les semaines suivantes, Romain rédigea le document le plus complexe de sa carrière. Chaque clause fut pesée, chaque faille juridique colmatée. Le fonds fut créé via une structure offshore parfaitement légale, alimentée par des titres au nom d'Hélène seule. Léon ne pourrait rien y faire. La clause principale stipulait « En cas de décès ou d'incapacité majeure de Madame Hélène Beaumont, dans un contexte hospitalier, une enquête sera menée par Maître Romain Chevalier pour identifier toute personne du personnel médical ayant fait preuve d'une compassion et d'un dévouement exceptionnel envers la défunte. Cette personne deviendra bénéficiaire unique du fonds, présent 4 ans après la mort d'Hélène. Romain était toujours à sa recherche. L'enquête avait été longue, minutieuse. Les premiers mois, il avait obtenu les rapports d'autopsie, les registres de l'hôpital, les témoignages du personnel de garde cette nuit-là. Un nom revenait sans cesse dans les annotations, Noémie Cordier, étudiante infirmière. C'était elle qui avait insisté pour des examens supplémentaires, elle qui était restée au chevet d'Hélène quand tout le monde courait dans tous les sens, elle qui avait tenu sa main jusqu'à la fin. Plusieurs infirmières l'avaient mentionné dans leur rapport. Mademoiselle Cordier a fait preuve d'un dévouement remarquable malgré son statut de stagiaire. Mais retrouver Noémie Cordier s'était avéré compliqué. Elle avait quitté l'hôpital peu après, abandonné ses études, les adresses changeaient, les téléphones ne répondaient plus. Romain avait engagé un détective privé qui avait fini par la localiser dans un 2 pièces miteux de banlieue. Et puis, ironie du sort, il avait découvert qu'elle travaillait maintenant pour Beaumont Marché, l'empire de Léon. La fille qui avait sauvé l'honneur de la femme était devenue l'employée du mari. Le destin avait parfois un sens de l'humour cruel. Romain avait alors préparé méticuleusement le transfert. Tout devait être synchronisé. Le versement bancaire, sa présence à l'agence, les documents légaux. Il avait choisi ce jour précis parce que, selon le détective, Noémie avait l'habitude de vérifier son compte en fin de mois. Il fallait qu'elle le découvre là, dans ce moment précis, pour que tout prenne sens. Maintenant, assis dans sa voiture garée devant la Banque nationale de France, Romain regardait l'heure, 16h47. Noémie devait finir son service dans 13 minutes, selon le détective. Elle passerait à la banque en sortant du travail. Il prit la chemise en cuir posée sur le siège passager. À l'intérieur, la lettre manuscrite d'Hélène, celle qu'il devait lire si les conditions étaient remplies. Il l'avait relue 100 fois ces dernières semaines. Si vous lisez ceci, c'est que quelqu'un a été bon avec moi quand je n'étais plus qu'une mourante parmi d'autres. Cette personne mérite de savoir qu'elle avait raison de croire en la bonté. Elle mérite de savoir que les actes comptent, et elle mérite de recevoir ce que mon mari n'a jamais compris, la récompense de l'humanité. Romain sortit de la voiture, ajusta sa cravate et se dirigea vers l'entrée de la banque, quelque part dans cette ville,
Noémie Cordier terminait sa journée de caisse sans savoir que sa vie était sur le point de basculer. L'avenue des Anges portait bien mal son nom, coincée entre des immeubles haussmanniens cossus et des boutiques de luxe. Elle incarnait tout ce que Noémie détestait, l'opulence tranquille de ceux qui ne comptaient jamais. Elle descendit du bus à 17h03, son sac en toile usé serré contre sa poitrine. La façade de la Banque nationale de France brillait dans le soleil déclinant. Tout en verre fumé et acier chromé, elle prit une grande inspiration avant de pousser la porte à tambour. L'air conditionné la gifla immédiatement. Elle frissonna dans son uniforme rouge qui, dehors sous la chaleur, semblait déjà trop lourd. Et ici, dans ce froid artificiel, ne protégeait de rien. Le contraste était violent. Dehors, la sueur et la poussière. Dedans, le marbre poli et l'odeur neutre de l'argent. Ses baskets trouées couinèrent sur le sol immaculé. Quelques regards se tournèrent vers elle. Regards rapides, évaluateurs, qui la jaugeaient en une fraction de seconde et la classaient aussitôt dans la catégorie « pas intéressante ». Elle baissa les yeux et se dirigea vers les distributeurs automatiques, alignés contre le mur du fond. La banque était bondée. File d'attente au guichet, clients en costume qui discutaient de placement, conseillers qui papillonnaient autour des plus riches comme des abeilles autour des fleurs. Et puis, elle le vit, Léon Beaumont, son patron, son tortionnaire quotidien. L'homme qui payait son salaire de misère, il se tenait dans la file, clientèle privilégiée, celle réservée au compte premium. Costume anthracite impeccable, chemise blanche au col amidonné, bouton de manchette qui captait la lumière, à son poignet gauche, une montre qui valait probablement plus que le salaire annuel de Noémie. Il discutait avec un autre homme en costume, riant de quelque chose, ce rire arrogant des gens qui ne connaissent pas l'inquiétude. Noémie se figea, elle aurait voulu faire demi-tour, partir, revenir un autre jour, mais elle ne pouvait pas. Il fallait qu'elle sache. Maintenant, elle se glissa vers le distributeur le plus éloigné, espérant passer inaperçue. Elle sortit sa carte bancaire de son portefeuille élimé, les mains légèrement tremblantes. Pas de peur, de honte, plutôt honte d'être ici, dans son uniforme qui criait sa pauvreté, pendant que son patron nageait dans l'opulence à quelques mètres d'elle. Elle inséra la carte, tapa son code. L'écran affichait le menu principal. Derrière elle, elle entendit la voix de Léon s'élever. « Non mais c'est incroyable. Ils nous font attendre comme du vulgaire. »« Ah, Gérard, tu as vu qui vient d'arriver ?» Noémie essaya de se concentrer sur l'écran. Menu, options, consultation de compte. Elle leva la main pour appuyer sur le bouton. Mira Nadamas, la voix de Léon, plus forte maintenant, teintée de cette condescendance amusée qu'elle connaissait trop bien. La cage viene a versi por fin le alcanza par una torta. Des rires éclatèrent derrière elle. Pas énormes, pas francs. Ces petits rires complices de ceux qui approuvent la méchanceté de leurs supérieurs pour rester dans ses bonnes grâces. Le visage de Noémie s'embrasa. Elle sentit la chaleur lui monter aux joues, cette brûlure familière de l'humiliation publique. Ses doigts se crispèrent sur le rebord du distributeur. Elle aurait voulu disparaître, se fondre dans le mur, devenir invisible. Mais elle était là, et elle avait besoin de savoir. Alors elle appuya sur le bouton « Consultation de solde ». L'écran devint noir pendant 1 seconde, puis 2, puis 3. Noémie fronça les sourcils. D'habitude, c'était instantané. Est-ce que la machine avait planté? Est-ce que même ça, même ce simple geste de consulter son compte, devait se transformer en calvaire? Derrière elle, quelqu'un soupira d'impatience. Une femme murmura. Elle pourrait se dépêcher, quand même. Noémie se retourna à moitié, la bouche ouverte pour s'excuser. Mais les mots ne sortirent pas. Elle croisa le regard de Léon. Il la regardait avec un sourire en coin. Ce sourire qui disait « Je te connais. Je sais exactement combien tu vaux. Et ça ne vaut pas grand-chose. » L'écran du distributeur émit un petit bip. Noémie se retourna. Les chiffres s'affichèrent. Solde disponible. Euro 47 800 000 €. Elle cligna des yeux. 1 fois, 2 fois. Son cerveau refusait de traiter l'information. 47 800 000 €. Non, c'était impossible. C'était une erreur. C'était... Elle retira précipitamment sa carte. Les mains tremblantes. Le distributeur afficha « Merci de votre visite ». Elle regarda la carte dans sa main.
comme si c'était celle de quelqu'un d'autre. Son nom était bien gravé dessus, Noémie Cordier. Elle réinséra la carte, tapa le code de nouveau, ses doigts glissant sur les touches, elle appuya une deuxième fois sur consultation de solde, écran noir, attente, bip, solde disponible, € 47 800 000 BIDA. Les mêmes chiffres, exactement les mêmes. Noémie sentit ses jambes se dérober sous elle. Elle posa une main sur le distributeur pour ne pas tomber. Sa respiration devint courte, saccadée, autour d'elle. Les bruits de la banque semblaient assourdis, comme si elle était sous l'eau. Quelqu'un derrière elle toussa. Bon, elle a fini ou quoi? Le silence s'était fait, lourd, étrange. Noémie tourna lentement la tête et réalisa que plusieurs personnes regardaient fixement l'écran du distributeur par-dessus son épaule. Ils avaient en vue les chiffres. Léon, qui avait observé la scène avec amusement, fronça maintenant les sourcils. Il fit quelques pas dans sa direction. « Qu'est-ce qui se passe ?» Un homme en costume gris pointa le distributeur du doigt. Elle a 47 millions sur son compte. Un murmure parcourut la foule. Léon s'approcha davantage, scruta l'écran, et son visage passa de la curiosité à l'incrédulité, puis à quelque chose qui ressemblait presque à de la colère. « C'est impossible, c'est un bug du système. » Sa voix était tranchante maintenant, dépouillée de son amusement condescendant. « Cette fille n'a pas de sous. Elle travaille pour moi. Je sais ce que je lui paie. C'est une erreur. » Noémie restait figée, sa carte dans une main, l'autre crispée sur son sac. Elle n'arrivait pas à parler. Les mots restaient coincés dans sa gorge. Une femme élégante en tailleur Chanel chuchota à son voisin. « C'est louche, sûrement de la fraude ou du blanchiment. »« Évidemment, » répondit l'homme. « Regarde-la, avec son uniforme de supermarché. C'est clairement de l'argent sale. » Les murmures enflèrent. Noémie sentait les regards peser sur elle comme des pierres. Fraudeuse, voleuse, criminelle. En quelques secondes, elle était passée d'invisible à suspecte. Maurice Fabrel, le directeur d'agence, accourut depuis son bureau vitré. C'était un petit homme chauve avec des lunettes cerclées d'or et un costume trop serré. Il fendit la foule, aperçut Léon, se fendit d'un sourire obséquieux, puis vit Noémie et l'écran du distributeur. Qu'est-ce qui se passe ici? Léon pointa Noémie du doigt. Votre système a bogué? Cette fille n'a pas 47 millions? C'est ridicule. Maurice s'approcha du distributeur, plissa les yeux pour lire les chiffres, et son teint devint cireux. Madame, mademoiselle, je vais devoir vous demander de vous écarter du distributeur. Je n'ai rien fait, balbutia enfin Noémie. Je voulais juste voir mon solde. Oui, bien sûr, mais il y a manifestement un problème technique. Ou autre chose, vous allez devoir me suivre, s'il vous plaît. Un problème technique, répéta une voix dans la foule. Moi je dis qu'elle trempe dans un truc pas net. 47 millions qui apparaissent comme ça, c'est forcément du blanchiment. Maurice leva les mains pour calmer les esprits. S'il vous plaît, laissez-nous gérer la situation. Mademoiselle, venez avec moi. Il posa une main sur le bras de Noémie. Elle sursauta comme si on l'avait brûlée. Son cœur battait si fort qu'elle l'entendait résonner dans ses oreilles. Elle serra son sac contre elle, ce vieux sac qui contenait toute sa vie, son portefeuille, ses clés, la photo de papa, un paquet de mouchoirs usagés. « Je n'ai rien fait de mal », répéta-t-elle d'une voix chevrotante. « Je vous jure, je n'ai rien fait. Personne ne vous accuse de quoi que ce soit, mademoiselle. Nous devons simplement vérifier. » Léon regardait la scène avec un mélange de stupéfaction et de quelque chose d'autre, de la curiosité, de l'inquiétude. Il ne riait plus. Les autres clients s'écartèrent pour laisser passer Noémie et Maurice, alors qu'ils se dirigeaient vers les bureaux privés. Les portes vitrées de la banque s'ouvrirent. Un homme entra, la cinquantaine, costume discret mais élégant, mallette en cuir à la main. Il balaya la salle du regard, comme s'il cherchait quelqu'un. Ses yeux se posèrent sur Noémie, et il sourit. Maurice Fabrel conduisit Noémie vers les bureaux privés situés au fond de l'agence, derrière une paroi de verre dépoli qui isolait du bruit ambiant, sans pour autant masquer complètement les regards curieux. Elle marchait comme une automate, les jambes en coton. Le cerveau incapable de traiter ce qui venait de se passer. 47 millions d'euros, c'était absurde, irréel, une blague cosmique. « Asseyez-vous, je vous prie. »
dit Maurice en lui désignant une chaise en plastique rigide. Noémie s'assit au bord du siège, son sac serré contre sa poitrine comme un bouclier dérisoire. Le bureau était petit, impersonnel, un ordinateur, des dossiers empilés, une plante verte poussiéreuse dans un coin. Ça sentait le désodorisant bon marché et l'anxiété administrative. Maurice contourna le bureau, s'installa dans son fauteuil à roulettes et alluma son ordinateur. Ses doigts tapotaient nerveusement sur le clavier. « Bon, donnez-moi votre nom complet et votre numéro de compte. »« Noémie Cordier. Le numéro. »« Je ne le connais pas par cœur. C'est sur ma carte. » Elle la lui tendit d'une main tremblante. Maurice la prit, tapa le numéro, plissa les yeux devant l'écran. Ses sourcils se froncèrent. Il cliqua plusieurs fois, navigua entre différentes fenêtres, et son teint devint de plus en plus blafard. « C'est pas possible, » murmura-t-il. « Quoi ? Qu'est-ce qui n'est pas possible ?» Il releva la tête, la dévisagea comme si elle était une créature extraterrestre. « Le solde est confirmé. Ce n'est pas un bug. Il y a bien 47 800 000 € sur votre compte. » Les mots flottèrent dans l'air quelques secondes avant d'atteindre le cerveau de Noémie. « Mais c'est impossible. Il doit y avoir une erreur. Ce n'est pas mon argent. Je n'ai jamais... » « Écoutez, mademoiselle Cordier, » coupa Maurice en se frottant les tempes, « vous comprendrez que cette situation est extrêmement inhabituelle. Je vais devoir contacter nos services de sécurité et notre département juridique pour... » « Oh, pourquoi ?» demanda une voix calme depuis le seuil de la porte. Noémie et Maurice se retournèrent d'un bloc. L'homme qui venait d'entrer dans la banque se tenait là, sa mallette à la main, un léger sourire aux lèvres. « Qui êtes-vous » demanda Maurice d'un ton sec. L'homme sortit une carte de sa poche intérieure et l'attendit. « Maître Romain Chevalier, avocat. J'ai rendez-vous avec vous aujourd'hui à 17h15 concernant une opération bancaire sensible. » Maurice consulta sa montre, puis l'écran de son ordinateur, et hocha la tête avec réticence. « Ah oui, en effet, mais je suis actuellement en pleine gestion du cas de mademoiselle Noémie Cordier, je présume, » l'interrompit Romain avec douceur. « C'est justement pour ça que je suis là. » Le silence tomba comme une enclume. Noémie le regardait sans comprendre. Cet homme la connaissait. Comment était-ce possible ? « Vous la connaissez ?» bredouilla Maurice. « Pas personnellement, non, mais j'ai de nombreuses informations à vous communiquer concernant le solde extraordinaire qui vient d'apparaître sur son compte. Si vous le permettez, je suggère que nous discutions tous les trois dans un endroit plus privé. » Maurice hésita, consulta de nouveau son écran, puis hocha la tête. « Très bien, suivez-moi dans la salle de réunion. » Ils traversèrent un couloir étroit et entrèrent dans une pièce légèrement plus grande. Avec une table ovale en bois stratifiée et 6 chaises, Romain referma la porte derrière eux et attendit que tout le monde soit assis avant de poser sa mallette sur la table. Noémie n'osait pas respirer. Son esprit tourbillonnait. Qui était cet homme ? Pourquoi parlait-il d'elle comme s'il la connaissait ? Et surtout, qu'est-ce que tout ça voulait dire ? Romain ouvrit sa mallette avec des gestes méthodiques et en sortit une chemise cartonnée beige. Il la posa devant lui, joignit les mains et regarda Noémie droit dans les yeux. « Mademoiselle Cordier, avant que je vous explique quoi que ce soit, j'ai besoin que vous respiriez profondément et que vous compreniez une chose essentielle. Vous n'avez rien fait de mal. Absolument rien, d'accord ?» Elle hocha la tête faiblement, incapable de parler. « Bien, monsieur Fabrel. Ce que je vais vous révéler est couvert par le secret professionnel et par plusieurs ordonnances judiciaires. Tout est en ordre légalement. Je peux vous fournir les documents si nécessaire. Je vous écoute. » dit Maurice, visiblement dépassé par les événements. Romain ouvrit la chemise et en sortit une lettre manuscrite, sur du papier légèrement jauni. L'encre était bleue, l'écriture fine et élégante, légèrement penchée vers la droite. Cette lettre a été écrite il y a un peu plus de 4 ans par Madame Hélène Beaumont. Le nom frappa Noémie comme un coup de poing dans l'estomac. Beaumont, le même nom que Léon, le même nom que cette femme qu'elle avait tenue dans ses bras une nuit de pluie. Il y a des années, dans les urgences chaotiques de Saint-Louis, les souvenirs explosèrent dans sa mémoire. Le visage pâle, la main froide, le murmure désespéré. « No deje que él siga destruyendo a la gente por dinero. »« Hélène » murmura Noémie, les yeux soudain remplis de larmes. Romain hocha lentement la tête. « Vous vous souvenez d'elle ? » Oui, elle est morte, dans mes bras, il y a 4 ans, à l'hôpital.
Exactement. Et avant de mourir, Madame Beaumont m'a confié une mission très particulière. Il prit la lettre entre ses mains avec respect, comme on manipulerait une relique sacrée. Avec votre permission, je vais vous lire cette lettre. Elle vous est destinée. Noémie ne put qu'acquiescer, la gorge trop serrée pour parler. Romain ajusta ses lunettes et commença à lire d'une voix posée. Si vous lisez cette lettre, c'est que je ne suis plus de ce monde. Et c'est que quelqu'un, quelque part, dans un moment de grande détresse, a fait preuve d'une humanité que je n'ai pas su montrer de mon vivant. Pendant 23 ans, j'ai été l'épouse de Léon Beaumont, j'ai porté son nom, partagé sa fortune, et fermé les yeux sur la manière dont il traitait les gens, les employés qui l'humiliaient, les fournisseurs qui l'écrasaient, les plus faibles qu'il piétinait pour bâtir son empire. Je suis coupable de complicité par silence. Mais il y a quelques mois, j'ai pris une décision. Une partie de mes biens propres, ceux que j'ai hérités de mes parents, irait à quelqu'un qui mérite vraiment, pas un héritier désigné par le sang, mais une personne qui, dans un moment critique, aura fait preuve de vraie compassion. Maître Chevalier a mené l'enquête après ma mort. Les rapports de l'hôpital Saint-Louis ont été épluchés, et un nom est apparu, encore et encore, Noémie Cordier, une jeune étudiante infirmière qui a tenu ma main quand je mourais, qui a insisté pour des examens supplémentaires, qui est restée à mes côtés quand tout le monde courait dans tous les sens, qui m'a murmuré des mots doux pour que je ne parte pas seule dans le noir. Noémie, si vous lisez ceci, sachez que vous m'avez donné quelque chose que l'argent ne peut acheter, la dignité dans la mort, et pour ça, je vous offre ce que mon mari n'a jamais compris, la reconnaissance de votre valeur. Romain fit une pause, tourna la page, et continua. L'argent que vous recevez aujourd'hui vient d'un fonds que j'ai créé en secret. Mon mari ne pouvait pas le toucher. Personne ne le pouvait. Il vous revient de droit. Blindé par des clauses juridiques inattaquables, mais je vous laisse un dernier choix, Noémie. Vous pouvez prendre cet argent dans le silence le plus total. Personne ne saura jamais. Votre vie changera sans que quiconque ait à le savoir. Ou bien, vous pouvez demander que cette lettre soit lue publiquement, ici, dans cette banque, devant tous ceux qui vous ont jugé, y compris mon mari. À vous de décider comment vous voulez que cette justice soit rendue, avec toute ma gratitude et mon respect. Hélène Beaumont. Le silence qui suivit était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. Noémie pleurait sans bruit, les larmes coulant librement sur ses joues. Elle revoyait tout, la pluie cette nuit-là, le sang, les mains froides d'Hélène, ses yeux suppliants. Sa voix brisée, elle n'avait jamais pensé que tenir la main d'une mourante pouvait avoir des conséquences au-delà de ce moment-là. Maurice Fabrel était livide, les mains croisées devant lui, silencieux. Romain referma doucement la lettre et regarda Noémie avec une infinie douceur. « Alors, mademoiselle Cordier, qu'est-ce que vous décidez ?» Noémie fixait la lettre posée sur la table, comme si elle risquait de s'envoler. Ses mains tremblaient légèrement, posées sur ses genoux, dans sa poitrine. Son cœur cognait si fort qu'elle avait l'impression qu'on pouvait l'entendre dans toute la pièce. Romain attendait, patient, les doigts croisés devant lui. Maurice Fabrel semblait pétrifié, coincé entre l'incrédulité et le malaise professionnel de celui qui réalise qu'il vient de traiter une héritière millionnaire comme une vulgaire suspecte. « Je ne comprends pas », finit par murmurer Noémie. « Pourquoi moi ? Je n'ai rien fait de spécial. J'ai juste fait mon travail. » « Justement, » répondit doucement Romain. « Vous avez fait votre travail avec compassion, sans rien attendre en retour. Dans un système qui ne récompense jamais ce genre de geste, Madame Beaumont l'a vu, elle l'a ressenti, et elle a voulu que ça compte. » Noémie secoua la tête, les larmes coulant toujours. « Mais 47 millions, c'est trop, c'est démesuré. Je ne mérite pas ça. Qui mérite quoi que ce soit, mademoiselle Cordier? Croyez-vous que Léon Beaumont mérite ces centaines de millions accumulés en écrasant des gens comme vous? L'argent n'a jamais été une question de mérite. Mais là, pour une fois, c'en est une. » Maurice s'éclaircit la gorge, mal à l'aise. « Maître, je vais avoir besoin de voir tous les documents officiels, ordonnances judiciaires, certificats de transfert, tout. Vous comprendrez que, bien entendu, » le coupa Romain en sortant une liasse de papier de sa mallette. « Tout est là, signé, tamponné, validé par 3 juges différents sur 4 ans. Vous pouvez vérifier, appeler qui vous voulez. Cet argent appartient légalement et irrévocablement à mademoiselle Cordier. »
Il fit glisser les documents vers Maurice, qui commença à les parcourir fébrilement. Les mains légèrement tremblantes, Romain se tourna de nouveau vers Noémie. « Mais avant tout ça, vous devez prendre une décision. La dernière volonté de Madame Beaumont était de vous laisser le choix. Soit vous prenez cet argent dans la discrétion la plus totale, soit je demande que la lettre soit lue devant tout le monde, termina Noémie dans un souffle, devant Léon. Exactement, devant votre patron, devant tous ceux qui vous ont humilié dans le hall tout à l'heure, devant tous ceux qui ont ricané quand il a dit que vous veniez voir s'il vous restait de quoi acheter une tarte. Noémie tressaillit. Elle avait presque oublié, dans le tourbillon des événements, cette humiliation-là, mais maintenant que Romain la mentionnait, elle la ressentit de nouveau. Le feu sur ses joues, les ricanements étouffés, le regard méprisant de Léon. La cajera viene a ver si por fin le alcanza para una torta. Combien de fois avait-elle baissé la tête devant lui? Combien de fois avait-elle encaissé les remarques désobligeantes, les ordres cassants, les moqueries à peine voilées? Combien de fois s'était-elle sentie invisible, transparente, insignifiante? Des images défilèrent dans sa mémoire comme un film accéléré. Monsieur Ferreira, le chef de caisse, qui criait sur elle devant les clients parce qu'il manquait 5 € dans son tiroir, le jour où Élie était venue au supermarché et que les vigiles l'avaient fouillé devant tout le monde, simplement parce qu'il avait une tête à voler. Cette cliente qui lui avait jeté un billet de 20 € au visage en disant « Garde la monnaie, tu en as plus besoin que moi », avec un sourire condescendant, les heures supplémentaires jamais payées, les pauses écourées, les contrats qui ne mentionnaient jamais les vraies heures travaillées, et surtout, ce sentiment constant, écrasant, d'être moins que rien, d'être remplaçable, d'être juste un numéro sur une feuille de paie. Mais en même temps, elle pensait à Élie, à ce qui pourrait lui arriver si elle s'exposait ainsi publiquement. Si Léon décidait de se venger, il pourrait s'en prendre à son frère, le faire arrêter, lui pourrir la vie encore plus qu'elle ne l'était déjà. Elle pensait à sa mère, à Reine qui ne supporterait pas l'attention médiatique, les journalistes qui fouineraient, qui poseraient des questions, qui déterreraient des histoires familiales qu'elle préférait garder enterrées. Elle pensait à sa propre sécurité. 47 millions, ça faisait d'elle une cible. Les gens désespérés pouvaient faire des choses terribles pour moins que ça. Le choix silencieux était le choix raisonnable, le choix prudent, le choix de quelqu'un qui voulait juste survivre. Mais alors, une autre voix s'éleva dans sa tête, celle d'Hélène, faible et suppliante dans ce lit d'hôpital. No dejes que él siga destruyendo a la gente por dinero. Ne le laisse pas continuer à détruire les gens pour de l'argent. C'était ça, la vraie dernière volonté d'Hélène. Pas juste l'argent, pas juste la récompense, mais l'acte de dénoncer, d'exposer, de dire publiquement « ça suffit ». Noémie pensa à toutes ces autres caisses, à tous ces autres employés qui subissaient chaque jour les mêmes humiliations, à Rachid, le vigile, qui se faisait engueuler parce qu'il laissait entrer les SDF pour qu'ils se réchauffent, à Samira, l'agent d'entretien, qui devait nettoyer les toilettes 3 fois par jour et qu'on traitait comme si elle était sale elle-même. Si elle se taisait, rien ne changerait. Léon continuerait, il continuerait à écraser, à humilier, à détruire. Mais si elle parlait, peut-être que quelque chose changerait. Pas tout, pas d'un coup, mais quelque chose. Elle leva enfin les yeux vers Romain. Sa voix était encore tremblante, mais il y avait une nouvelle fermeté dedans. Si je choisis de garder le silence, Léon ne saura jamais d'où vient cet argent. Il saura qu'une partie du patrimoine de son épouse a disparu légalement, mais il ne pourra jamais savoir qui l'a reçu, ni pourquoi. Le secret bancaire et les ordonnances judiciaires le protègent. Et s'il me vire, s'il découvre que c'est moi et qu'il décide de se venger, il ne peut pas vous virer sans motif valable, et je serai là pour m'assurer qu'il ne le fasse pas. Mais soyons honnêtes, mademoiselle, avec 47 millions sur votre compte, vous n'aurez plus besoin de travailler pour lui. Noémie laissa échapper un petit rire nerveux. C'était tellement absurde, elle qui se demandait ce matin encore quelle facture ne pas payer. Et si je choisis de rendre ça public, alors nous retournons dans le hall. Je lis cette lettre devant tous les clients présents, devant le personnel de la banque, et devant Léon Beaumont s'il est encore là. Tout le monde saura qui vous êtes, ce que vous avez fait, et comment son épouse le jugeait. Il me détestera, probablement. Il essaiera de me détruire, peut-être, mais légalement, il ne pourra rien faire.
Et symboliquement, vous l'aurez déjà détruit bien avant qu'il ne puisse vous toucher. Noémie ferma les yeux, dans l'obscurité de ses paupières closes. Elle revit Hélène une dernière fois, cette femme élégante qui mourait dans un hôpital public saturé. Cette femme qui avait eu peur, qui avait regretté, qui avait voulu faire une dernière chose bien avant de partir. Elle avait choisi Noémie, pas au hasard, parce qu'elle l'avait vue, vraiment vue. Et maintenant, Hélène lui donnait le pouvoir de choisir. Noémie rouvrit les yeux, ses mains ne tremblaient plus. « Je veux que vous la lisiez », dit-elle d'une voix claire. Devant tout le monde, devant Léon, Maurice tressaillit. Romain hocha lentement la tête, un léger sourire au coin des lèvres. « Vous êtes sûr ?» demanda-t-il doucement. « Il n'y aura pas de retour en arrière possible. »« Je suis sûre. Hélène m'a demandé de ne pas le laisser continuer. Je ne peux pas lui promettre ça et ensuite me taire. Ce ne serait pas juste. Pas pour elle. Pas pour tous ceux qui l'écrasent chaque jour. » Romain se leva, rangea les documents dans sa mallette et tendit la main à Noémie. « Alors allons-y, mademoiselle Cordier. Allons rendre justice. » Noémie prit sa main et se leva à son tour. Ses jambes étaient encore un peu faibles, mais elle tenait debout, pour la première fois depuis des années. Elle se tenait vraiment debout, quand les portes de la salle de réunion s'ouvrirent. Le hall de la banque était toujours aussi animé, les clients faisaient la queue, les conseillers tapotèrent sur leur clavier, les conversations se mêlaient au bourdonnement des climatiseurs, mais quelque chose avait changé. Une tension flottait dans l'air, palpable. Les regards se tournèrent immédiatement vers Noémie, qui marchait aux côtés de Romain et Maurice. Les murmures reprirent. « C'est elle. Qu'est-ce qui se passe ?» Ils l'ont arrêtée. Léon Beaumont était toujours là, appuyé nonchalamment contre le comptoir d'accueil. Discutant avec un autre homme en costume, en voyant Noémie ressortir accompagnée, il fronça les sourcils et se redressa. Maurice se dirigea vers le centre du hall et leva les mains pour attirer l'attention. « Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention ? S'il vous plaît ?» Le brouhaha diminua progressivement. Les clients se tournèrent vers lui, intrigués. Même les employés derrière leur guichet suspendirent leurs activités. « Nous devons procéder à une annonce officielle concernant une opération bancaire exceptionnelle. Je vous demande quelques minutes de patience. » Un homme en costume gris protesta. « J'ai un rendez-vous important, moi. On ne peut pas faire ça plus tard. Je crains que non, monsieur. Cela ne prendra que quelques instants. » Romain s'avança au centre du hall. Sa mallette à la main, il avait cette assurance tranquille des gens habitués aux audiences, au moment solennel. Il posa sa mallette sur le comptoir d'accueil, l'ouvrit et en sortit la lettre d'Hélène. Noémie se tenait légèrement en retrait, les bras croisés sur sa poitrine. Essayant de se faire la plus petite possible malgré le fait qu'elle était au centre de l'attention, son cœur battait à tout rompre. Mais elle tint bon. Elle pensa à Hélène, elle pensa à sa promesse. Léon s'approcha, irrité. « C'est quoi ce cirque ?»« Maurice, qu'est-ce qui se passe ?»« Monsieur Beaumont, je vous demande simplement d'écouter, » répondit Maurice d'une voix tendue. « Écoutez quoi ? J'ai mieux à faire que... »« Monsieur Beaumont ?» le coupa Romain d'une voix ferme mais posée. « Je vous suggère de rester. Cela vous concerne directement. » Léon le dévisagea, surpris par ce ton qu'on n'employait jamais avec lui. Il resta néanmoins sur place, bras croisés, mâchoire serrée. Romain attendit que le silence soit complet, puis il commença à parler d'une voix claire qui portait dans tout le hall. « Mesdames et messieurs, mon nom est maître Romain Chevalier. Je suis avocat et exécuteur testamentaire d'une personne aujourd'hui décédée. Ce que je vais vous lire est une lettre écrite il y a 4 ans par madame Hélène Beaumont. » Un murmure parcourut l'assemblée. Plusieurs regards se tournèrent vers Léon, dont le visage se vida soudainement de toutes couleurs. « Hélène » murmura-t-il. « Qu'est-ce que ma femme vient faire là-dedans ?» Romain ne répondit pas. Il déplia simplement la lettre et commença la lecture. Chaque mot tombait dans le silence comme une pierre dans un puits. « Si vous lisez cette lettre, c'est que je ne suis plus de ce monde. » Au fur et à mesure que Romain lisait, les visages changeaient. La curiosité laissait place à l'incrédulité, puis à la gêne, puis à quelque chose qui ressemblait à de la honte. Pendant 23 ans, j'ai été l'épouse de Léon Beaumont. J'ai porté son nom, partagé sa fortune et fermé les yeux sur la manière dont il traitait les gens. Léon fit un pas en avant, la mâchoire crispée. « C'est n'importe quoi, c'est une diffamation. Vous n'avez pas le droit de... »« J'ai tous les droits, monsieur Beaumont, »
répondit calmement Romain sans lever les yeux de la lettre. Ceci est un document légal, validé par plusieurs juges. Si vous m'interrompez encore, je serai contraint de faire appel à la sécurité pour vous faire sortir de cette banque. Est-ce clair? Le silence qui suivit était glacial. Léon, pour la première fois de sa vie peut-être, se retrouvait impuissant. Il resta figé, les poings serrés. Tandis que Romain continuait. Les employés qui l'humiliaient, les fournisseurs qui l'écrasaient, les plus faibles qu'il piétinait pour bâtir son empire, je suis coupable de complicité par silence. Quelques personnes baissèrent les yeux, mal à l'aise. D'autres regardèrent Léon avec une expression nouvelle. Pas de la pitié, pas du mépris, mais quelque chose entre les deux. Une sorte de reconnaissance gênée. Romain continua, imperturbable. Une jeune étudiante infirmière qui a tenu ma main quand je mourais, qui a insisté pour des examens supplémentaires, qui est restée à mes côtés quand tout le monde courait dans tous les sens, qui m'a murmuré des mots doux pour que je ne parte pas seule dans le noir. Noémie Cordier. Tous les regards se tournèrent vers Noémie. Elle sentit ses joues s'embraser, mais elle ne baissa pas les yeux. Elle resta droite, les mains serrées l'une contre l'autre. Une femme dans la foule, celle-là même qui avait ri tout à l'heure, porta une main à sa bouche, les yeux soudain brillants de larmes. Romain poursuivit, décrivant le fond secret, l'enquête menée, les 47 millions d'euros qui revenaient légalement à Noémie pour avoir fait preuve de compassion quand personne ne regardait. L'argent que vous recevez aujourd'hui vient d'un fonds que j'ai créé en secret. Mon mari ne pouvait pas le toucher. Personne ne le pouvait. Il vous revient de droit. Léon émit un son étranglé, à mi-chemin entre le rire et le sanglot. 47 millions, murmura-t-il. Elle a donné 47 millions, à une caisse de supermarché. Sa voix était cassée, incrédule. Ce n'était plus de l'arrogance, c'était de la stupéfaction pure. Romain lut la fin de la lettre. Noémie, si vous lisez ceci, sachez que vous m'avez donné quelque chose que l'argent ne peut acheter, la dignité dans la mort. Et pour ça, je vous offre ce que mon mari n'a jamais compris, la reconnaissance de votre valeur. Le silence qui suivit la fin de la lecture était assourdissant. Personne n'osait bouger, personne n'osait parler. Puis, lentement, la femme qui avait ri de Noémie s'avança. Elle avait les larmes aux yeux. Elle s'arrêta devant Noémie et, d'une voix brisée, murmura « Je suis désolée, je suis tellement désolée. Je ne savais pas, Elle ne finit pas sa phrase. Elle se contenta de baisser la tête, honteuse, un à un. D'autres regards se détournèrent. Pas tous. Certains restaient durs, sceptiques, refusant de croire qu'une simple caisse puisse mériter 47 millions. Mais beaucoup baissèrent les yeux. Léon, lui, fixait Noémie avec une expression indéchiffrable. Ce n'était plus du mépris, ce n'était pas non plus du respect, c'était de l'incompréhension totale, comme s'il la voyait pour la première fois. Il fit quelques pas hésitants vers elle, ouvrit la bouche, la referma. Finalement, il murmura « Noémie, je ne savais pas. Hélène ne m'a jamais... Je veux dire, c'était un malentendu. Tout à l'heure, je ne voulais pas. » Il cherchait ses mots, lui qui d'habitude parlait avec une assurance inébranlable. Il cherchait des excuses, des justifications, n'importe quoi pour combler le vide qui venait de s'ouvrir sous ses pieds. Noémie le regarda, vraiment le regarda, pas comme on regarde un patron, avec peur ou soumission, mais comme on regarde un homme qui venait de découvrir que sa propre femme ne lui faisait pas confiance, un homme qui venait d'être jugé publiquement par une morte. Elle ne ressentait pas de joie, pas de triomphe, juste une tristesse calme et une clarté nouvelle. « Monsieur Beaumont », dit-elle doucement, sa voix portant dans le silence. « Moi non plus. Je ne savais pas. Je ne savais pas combien je valais. » Elle fit une pause, et un petit sourire triste étira ses lèvres. « Jusqu'à ce que je voie mon solde. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, simples, dévastateurs. Léon ouvrit de nouveau la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il resta là, planté au milieu du hall, entouré de regards qui ne le voyaient plus de la même manière. Noémie se tourna vers Romain. « Je peux partir maintenant. Vous pouvez partir, mademoiselle Cordier. Votre nouvelle carte bancaire vous sera envoyée sous 48 heures. En attendant, voici un certificat de solde que vous pouvez utiliser si nécessaire. » Il lui tendit un document officiel, Noémie le prit, le glissa dans son sac usé, ce sac qui contenait toute sa vie,
et qui, maintenant, contenait aussi 47 millions d'euros sur un bout de papier, elle traversa le hall sous les regards, certains admiratifs, d'autres envieux, d'autres encore simplement abasourdis, quand elle poussa la porte vitrée. L'air chaud du soir l'enveloppa comme une caresse. Dehors, le soleil déclinait doucement sur l'avenue des Anges. Et pour la première fois depuis des années, Noémie respira librement. Noémie marcha sans but précis pendant près d'1 heure. Ses pieds la portaient machinalement le long de l'avenue, puis dans des rues qu'elle ne connaissait pas. Elle avait besoin de bouger, de sentir le sol sous ses baskets trouées, de s'assurer qu'elle était encore réelle. 47 millions d'euros. À chaque pas, ces mots résonnaient dans sa tête comme un mantra absurde. Elle sortit le certificat de solde de son sac et le regarda encore une fois, comme si les chiffres allaient aussi peut-être avoir changé, mais non, ils étaient toujours là, imprimés en noir sur blanc. Elle s'arrêta devant la vitrine d'une boulangerie. À l'intérieur, une employée en tablier blanc rangeait les dernières viennoiseries de la journée. Noémie la regarda un instant. Cette fille qui devait avoir son âge, qui finirait son service dans quelques minutes, qui rentrerait chez elle fatiguée, qui compterait ses pourboires, qui vivrait la même vie qu'elle avait vécue ce matin encore, une vie d'avant. Son téléphone vibra dans sa poche. Un message d'Élie. « T'es où ? Maman te cherche. » Noémie regarda l'heure, 19h23. Elle n'avait pas vu le temps passer. Elle répondit rapidement. « J'arrive bientôt. Tout va bien. Tout allait bien. Vraiment. » Elle ne savait même plus ce que ça voulait dire. Elle prit le bus pour rentrer, par réflexe, parce qu'elle l'avait toujours fait. Ce n'est qu'une fois assise sur le siège en plastique dur qu'elle réalisa. Elle aurait pu prendre un taxi, un Uber. Elle aurait même pu acheter une voiture. Elle aurait pu acheter 10 voitures. Cette pensée la fit presque rire, ou pleurer, elle ne savait plus. Quand elle arriva devant son immeuble, la cité des érables s'était plongée dans le crépuscule. Les lumières s'allumaient aux fenêtres, les télés clignotaient derrière les rideaux, des gamins jouaient au foot sur le parking. Madame Aziz arrosait ses plantes sur son balcon du 2e. Tout était normal, affreusement normal. Noémie monta les escaliers lentement, tenant fermement la rampe poisseuse. Au 3e étage, elle s'arrêta devant sa porte et prit une grande inspiration avant d'entrer. Reine était assise sur le canapé lit, regardant une émission de télé-réalité avec le son trop fort. Ellie était dans la kitchenette, en train de réchauffer quelque chose au micro-ondes. « T'étais où ?» demanda-t-il sans se retourner. « Ça fait 2 heures que t'es partie du boulot. »« J'avais des trucs à régler. » Reine leva les yeux vers elle, et quelque chose dans le regard de sa fille dut l'alerter car elle éteignit la télé. « Qu'est-ce qui s'est passé ? T'as l'air bizarre. » Noémie posa son sac sur la petite table et s'assit lentement sur la chaise bancale. Ses jambes ne la portaient plus. Elle avait l'impression d'être dans un rêve, ou peut-être dans un cauchemar. Elle ne savait plus. « Maman, Ellie, il faut que je vous dise quelque chose. » Ellie se retourna, une assiette fumante à la main. Il fronça les sourcils en voyant l'expression de sa sœur. « Ah, quoi ? T'es virée ? Non, je ne suis pas virée, c'est compliqué. » Elle sortit le certificat de solde de son sac et le posa sur la table. Ses mains tremblaient légèrement. « Il y a de l'argent sur mon compte, beaucoup d'argent. » Reine se leva et s'approcha. Ellie derrière elle, ils regardèrent le papier. Noémie vit leurs yeux s'écarquiller en lisant les chiffres. « 47 millions, murmura Reine. « C'est une blague. »« Non, maman, c'est vrai. C'est vraiment vrai. Mais comment ? D'où ça vient ?» Alors Noémie leur raconta tout, cette nuit à l'hôpital, 4 ans plus tôt, quand elle avait tenu la main d'une mourante, Hélène Beaumont, l'épouse du patron, le fonds secret, la lettre, le choix impossible, et la lecture publique, devant tout le monde. Devant Léon, quand elle eut fini, le silence était total. Même les bruits de la cité semblaient assourdis. Ellie fut le premier à réagir. « Putain !» lâcha-t-il en se laissant tomber sur une chaise. « Putain, Noémie, t'es sérieuse ? Je suis sérieuse. Ça veut dire qu'on est riche. » Le mot sonnait étrangement dans cet appartement miteux, avec son plafond fissuré et son frigo qui ronronnait trop fort. « Ça veut dire que je suis riche, » corrigea doucement Noémie. « Mais oui, on ne manquera plus de rien. » Reine s'assit lentement, comme si ses jambes ne la portaient plus. Ses yeux s'emplirent de larmes. «
Ton père, murmura-t-elle. Si ton père avait pu voir ça, papa serait fier, dit Noémie en prenant la main de sa mère. Pas de l'argent, mais de ce que j'ai fait cette nuit-là. D'avoir tenu la main de quelqu'un qui avait peur. Reine hocha la tête en silence, les larmes coulant maintenant librement sur ses joues. Élie, lui, fixait toujours le certificat comme s'il allait disparaître. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda-t-il finalement. « Je ne sais pas encore, mais en premier, je vais m'occuper de vous, de maman, de toi, de moi, » répéta Élie avec un rire amer. « Je suis foutue, Noémie. Je dois 3000 balles à Mounir, si je paie pas d'ici la semaine prochaine. »« Il va, tu ne dois plus rien à Mounir, » le coupa Noémie fermement. « Je vais régler ça, et tu vas arrêter ces conneries. Tu vas reprendre tes études, ou apprendre un métier, ou faire ce que tu veux. Mais tu vas sortir de cette merde, compris ?» Élie la regarda, les yeux brillants. Pour la première fois depuis longtemps, Noémie vit autre chose que de la colère ou de la défiance sur son visage. Elle vit de l'espoir. « D'accord, » murmura-t-il. « D'accord, je te le promets. » Les jours qui suivirent furent surréalistes. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, d'abord dans la banque, puis dans le quartier, puis dans toute la ville. Des journalistes appelèrent, des chaînes de télé demandèrent des interviews, des avocats opportunistes proposèrent leurs services, des associations caritatives supplièrent des dons. Noémie refusa tout. Elle ne voulait pas être un spectacle. Elle ne voulait pas que son visage soit partout. Elle voulait juste vivre. Romain Chevalier l'aida à gérer l'aspect administratif. Création de comptes sécurisés, placement d'une partie de l'argent, conseil juridique pour éviter les arnaques. Il devint, en quelques jours, le seul allié qu'elle avait dans ce monde nouveau et terrifiant de l'argent, au Beaumont marché. L'atmosphère avait changé. Noémie y retourna une dernière fois, 2 jours après la scène à la banque, pour démissionner officiellement. Monsieur Ferreira la reçut avec une politesse inhabituelle, presque obséquieuse. Il ne cria pas. Il ne fit pas de remarques acerbes. Il accepta sa démission sans un mot. Certains collègues la félicitèrent, d'autres l'évitèrent. Rachid, le vigile, lui serra la main avec un grand sourire. « Tu le méritais, ma belle, plus que tous ces enfoirés en costume. » Samira, l'agent d'entretien, lui glissa un petit mot dans la main. « Merci de nous avoir montré qu'on compte. » Quant à Léon Beaumont, elle ne le revit pas, mais elle apprit, par la rumeur, qu'il avait commencé à réviser certaines de ses pratiques, augmentation du salaire minimum dans ses magasins, embauches en CDI, quelques gestes, timides, probablement plus par peur de l'image que par vraie compassion, mais c'était un début. Un soir, Noémie retourna au cimetière de Montparnasse, là où Hélène avait été enterrée. Romain lui avait indiqué l'emplacement. La tombe était sobre, une pierre grise, quelques fleurs fanées, le nom gravé, Hélène Beaumont, 1975-2020, épouse aimée. Noémie s'agenouilla devant la pierre froide et posa un bouquet de lys blanc, les fleurs préférées d'Hélène, lui avait dit Romain. « Je ne sais pas si vous pouvez m'entendre, » murmura-t-elle, « mais je voulais vous dire merci. Merci de m'avoir vue, merci de m'avoir fait confiance, et merci de m'avoir donné le courage de me tenir debout. » Le vent souffla doucement, faisant bruisser les feuilles des arbres alentours. « Je ne vais pas gaspiller cet argent. Je vais en faire quelque chose de bien, quelque chose qui vous aurait rendu fier. Je vous le promets. » Elle resta encore quelques minutes en silence, la main posée sur la pierre, puis elle se releva, essuya ses yeux humides et repartit, derrière elle, sur la tombe d'Hélène Beaumont. Les lys blancs se balançaient doucement dans la brise du soir. 3 semaines plus tard, l'histoire de la caissière aux 47 millions s'était répandue bien au-delà de l'avenue des Anges. Les journaux locaux d'abord, puis nationaux, puis même quelques médias étrangers avaient repris l'affaire, pas avec le nom de Noémie. Elle avait refusé toute interview, mais avec suffisamment de détails pour que tout le monde comprenne. Une femme pauvre avait hérité d'une fortune pour avoir fait preuve de compassion. Et surtout, cette fortune venait d'une femme qui ne faisait plus confiance à son mari milliardaire. L'effet sur Léon Beaumont fut dévastateur. Dans les conseils d'administration, on murmurait, dans les dîners mondains, on évitait soigneusement le sujet, ce qui revenait à en parler constamment par le silence. Ses associés le regardaient différemment. Ses fournisseurs osaient négocier. Ses employés levèrent la tête. 2 cadres supérieurs avaient démissionné publiquement, évoquant des différences de valeur. Un article dans le Figaro Économie titrait « Quand les héritages parlent plus fort que les vivants,
le testament qui ébranle un empire, Léon avait tenté de minimiser, de justifier, de contre-attaquer. Mais comment se battre contre une morte? Comment se défendre quand c'est votre propre épouse qui vous accuse du fond de sa tombe? Au Beaumont, marché de l'avenue Victor Hugo, une pancarte syndicale était apparue dans la salle de pause. Si une caissière vaut 47 millions pour sa compassion, combien valons-nous pour notre travail? Les revendications commençaient, timidement d'abord, puis de plus en plus fort, et Léon, pour la première fois de sa vie, dut écouter. Noémie, elle, vivait sa propre révolution silencieuse. Le premier geste avait été pour Reine, un rendez-vous chez un psychiatre privé, réputé, celui qu'on ne pouvait jamais se permettre avant, des médicaments de qualité, pas les génériques qui fonctionnaient à moitié, une thérapie hebdomadaire, et surtout, du temps pour guérir sans la pression constante des factures impayées. En 3 semaines, Reine avait recommencé à sourire, pas beaucoup, pas tout le temps, mais parfois, le matin, Noémie l'entendait chantonner en préparant le café. C'était un petit miracle quotidien. Pour Élie, les choses avaient été plus compliquées. La dette envers Mounir avait été réglée cash, le lendemain de la révélation. Romain s'était chargé de la transaction. Professionnel et intimidant dans son costume sombre, Mounir n'avait pas insisté. Mais sortir Élie du monde dans lequel il avait plongé demandait plus que de l'argent. Il fallait lui redonner un but, une direction. Noémie l'avait inscrit dans un centre de formation professionnelle spécialisé en mécanique automobile. Son rêve d'avant, quand il avait 15 ans et qu'il passait ses dimanches à bricoler des vieux scooters. Au début, il avait résisté, prétendant que c'était trop tard, qu'il était trop vieux, qu'il ne valait rien. Mais petit à petit, quelque chose s'était rallumé en lui. Il rentrait maintenant avec des manuels sous le bras, les mains tachées de cambouis, l'œil brillant quand il parlait de différentiel et de boîte de vitesse. « Tu sais quoi ?» lui avait-il dit un soir. « Le prof m'a dit que j'étais douée. Douée. Noémie. Personne m'avait jamais dit ça avant. » Elle l'avait serré dans ses bras sans rien dire, la gorge trop serrée pour parler. L'appartement de la cité des érables. Noémie avait décidé de le garder. Pour le moment, en tout cas. Pas par superstition ou par peur de tenter le sort, mais parce qu'elle avait besoin de rester ancrée. Elle avait vu trop d'histoires de gens qui gagnaient beaucoup d'argent d'un coup et qui perdaient un pied, qui s'envolèrent dans un monde artificiel et finissèrent par s'y perdre. Mais elle avait quand même fait quelques changements. Le frigo qui ronronnait trop fort avait été remplacé. Le canapé-lit sur lequel Reine dormait mal depuis des années aussi. La fissure au plafond avait été réparée. Les fenêtres qui laissaient passer le froid, changées. L'appartement restait modeste, mais il était devenu confortable, vivable. Madame Aziz, la voisine, lui avait demandé un jour « Alors c'est vrai cette histoire qu'on raconte. Que t'as gagné au loto ?» Noémie avait souri. « Pas exactement au loto, mais oui, disons que j'ai eu de la chance. »« De la chance », avait répété Madame Aziz en secouant la tête. « Ma fille, ce que tu as fait pour cette dame à l'hôpital, c'est pas de la chance, c'est de la bonté. Et la bonté, ça finit toujours par être récompensé. » C'est Romain qui lui avait suggéré l'idée de la fondation. Il s'était de retrouver dans un café discret du 6e arrondissement, loin des regards indiscrets. Romain avait posé devant elle une chemise remplie de documents. « Vous avez 47 millions, Noémie. C'est une somme considérable, même en vivant confortablement. Vous ne dépenserez jamais tout ça. Alors la question est, qu'est-ce que vous voulez en faire ?» Elle avait réfléchi longuement, tournant sa cuillère dans son café au lait. « Je veux aider les gens comme moi. » Les gens qui sont coincés, qui travaillent dur, mais qui n'arrivent jamais à s'en sortir. Pas parce qu'ils sont fainéants ou incompétents, juste parce que le système est fait comme ça. Vous pensez à quel type d'aide précisément? Les familles qui ont des malades, qui doivent choisir entre les médicaments et le loyer, qui passent des nuits blanches à compter les centimes. Je veux que ces gens-là aient accès aux soins qu'il leur faut, au traitement, au soutien psychologique, à tout ce que nous, on n'avait pas quand papa est mort. Romain avait hoché la tête lentement, un sourire au coin des lèvres. Une fondation pour l'accès aux soins des familles en difficulté. Ça me semble être une belle façon d'honorer la mémoire d'Hélène. Oui, je veux l'appeler la Fondation Hélène, pour que les gens se souviennent d'elle autrement que comme l'épouse de Léon Beaumont. Je pense qu'elle aurait aimé ça. Les semaines suivantes avaient été intenses. Paperasse administrative, création de statuts,
recherche de locaux, embauche d'un petit personnel compétent. Romain avait supervisé tout le processus avec son professionnalisme habituel. Reine, à la surprise de tous, avait proposé son aide. « Je peux faire quelque chose », avait-elle demandé timidement un matin. Répondre au téléphone, classer des dossiers, n'importe quoi. Je ne veux pas rester à rien faire pendant que vous vous battez tous. Noémie l'avait regardée, cette femme qui était restée prostrée sur un canapé pendant 3 ans, et elle avait vu une lueur nouvelle dans ses yeux. Une envie de vivre, une envie d'être utile. Bien sûr, maman, on a besoin de toi. Et Reine était devenue bénévole à la Fondation Hélène. Elle accueillait les familles qui venaient demander de l'aide, leur servait du café, les écoutait avec cette douceur de ceux qui ont connu la souffrance. Les gens l'adoraient. Un matin, alors que Noémie triait des dossiers dans le petit bureau qu'elle avait loué rue de la Roquette, on frappa à la porte. « Entrez !» La porte s'ouvrit sur un homme qu'elle n'avait plus vu depuis 3 semaines. Léon Beaumont. Il avait changé, pas physiquement. Il portait toujours un costume impeccable, sa montre coûteuse au poignet. Mais quelque chose dans son regard était différent, quelque chose de plus humble, de plus fatigué. « Monsieur Beaumont », dit Noémie en se levant. « Ah, surprise ! Mademoiselle Cordier, j'espère que je ne vous dérange pas. »« Non, pas du tout. Asseyez-vous. » Il s'installa sur la chaise en face du bureau, les mains jointes devant lui. Un long silence embarrassé s'installa. « Je suis venu vous apporter ça ?» dit-il finalement en sortant une enveloppe de sa poche. Il la posa sur le bureau. Noémie la prit, l'ouvrit, à l'intérieur, une lettre manuscrite. L'écriture était ferme, appliquée. Elle lut. « Mademoiselle Cordier, je ne m'attends pas à votre pardon. Je ne le mérite pas. Pendant des années, j'ai traité mes employés comme des numéros, des variables dans un tableur. Je me suis convaincue que c'était juste du business, que les sentiments n'avaient pas leur place dans les affaires. Ma femme voyait ce que je refusais de voir. J'étais devenue quelqu'un de cruel, quelqu'un qui détruisait des vies pour des marges bénéficiaires. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux changer l'avenir. À compter d'aujourd'hui, tous les employés des Beaumont Marchés bénéficieront d'une augmentation de 15%, de contrats en CDI et d'une mutuelle complète. Je mets également en place un fonds d'aide d'urgence pour les employés en difficulté. Ce n'est pas de la charité, c'est de la justice. Celle que j'aurais dû rendre depuis longtemps. Je ne vous demande rien. Juste que vous sachiez que votre geste, et celui d'Hélène, ont changé quelque chose, avec mes plus sincères regrets, Léon Beaumont. Noémie replia lentement la lettre et la remit dans l'enveloppe. « C'est un début, » dit-elle simplement. Léon hocha la tête. « Je sais que ce n'est pas suffisant, mais c'est un début. » Il se leva pour partir, puis se retourna sur le seuil. Hélène avait raison, surtout, et vous aussi. Il disparut dans le couloir, avant que Noémie ne puisse répondre. Elle resta seule dans son bureau, tenant l'enveloppe entre ses mains, regardant par la fenêtre les toits de Paris qui s'étendaient à perte de vue. Quelque part dans cette ville, des milliers de gens se battaient pour survivre, pour garder la tête hors de l'eau, pour tenir bon un jour de plus. Elle ne pouvait pas tous les sauver, mais elle pouvait en aider quelques-uns. Et c'était déjà ça. 6 mois plus tard, l'automne était arrivé sur Paris, avec ses couleurs chaudes et son air vif. Les feuilles des platanes jonchaient les trottoirs de l'avenue Victor Hugo, et les vitrines des magasins commençaient à se parer de décorations de fin d'année. Noémie descendit du métro, à la station Miromesnil, et remonta le col de son manteau simple mais neuf. Elle portait un jean, des baskets confortables, sans trou cette fois, et un sac à dos en toile contenant ses affaires d'étudiante. Étudiante, ce mot résonnait encore étrangement dans sa tête. 2 mois plus tôt, elle s'était réinscrite en soins infirmiers, pas par obligation, pas par nécessité financière, mais parce que c'était ce qu'elle avait toujours voulu faire, vraiment faire. Les premiers jours avaient été difficiles. À 28 ans, elle était plus âgée que la plupart de ses camarades de promotion. Elle avait peur qu'on la juge, qu'on se moque, qu'on lui demande pourquoi elle revenait maintenant, mais personne n'avait posé de questions. Et surtout, elle s'était rendue compte que l'expérience qu'elle avait accumulée, ces années dans les couloirs de l'hôpital, ces nuits à tenir la main des mourants, cette compréhension viscérale de la souffrance, valait tous les diplômes du monde. Elle arriva devant l'hôpital Saint-Louis, le même hôpital où Hélène était morte dans ses bras, le même hôpital où son père avait rendu son dernier souffle, le même hôpital qui l'avait brisée et qu'elle avait fui. Mais aujourd'hui,
Elle y revenait. Par choix, elle poussa les portes des urgences et fut immédiatement happée par l'agitation familière. Les brancards qui roulaient, les infirmiers qui couraient, l'odeur de désinfectant mêlée à celle du café froid. Noémie, Dr Arnaud traversait le couloir. Une tablette à la main, il avait vieilli, quelques cheveux gris de plus, quelques rides supplémentaires, mais son regard était toujours aussi vif. « Docteur, bonjour, ça fait plaisir de te revoir. Tu es en stage aujourd'hui, stage de réintégration. » « Oui, Madame Leblanc m'attend pour la visite du service. »« Excellent, content que tu sois revenu. On a besoin de gens comme toi ici. » Il repartit aussi vite qu'il était arrivé, et Noémie se dirigea vers le bureau des infirmières. Sophie, l'infirmière en chef, l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Bienvenue à la maison, ma belle. Prête pour ton premier jour de retour. Aussi prête que possible. Bien. Aujourd'hui, tu m'accompagnes sur ma tournée. Tu observes, tu notes, et surtout, tu me dis si quelque chose te semble bizarre. D'accord, d'accord. » Elles parcoururent les couloirs ensemble, s'arrêtant devant chaque chambre, des cas de routine, fractures, infections, détresse respiratoire. Sophie expliquait les protocoles, les dosages, les précautions. Noémie écoutait attentivement, prenant des notes sur son carnet, puis elles arrivèrent dans la zone de soins intensifs, là où les cas les plus graves étaient traités. Dans le lit 12, un vieil homme dormait, relié à une dizaine de machines. Son visage était creusé, sa peau translucide. Seul, pas de famille, pas de visiteurs. Monsieur Karim, expliqua Sophie à voix basse, 82 ans, cancer généralisé. Il n'en a plus pour longtemps, quelques jours, peut-être une semaine. Sa famille vit en Algérie. Ils ne peuvent pas venir. Noémie regarda le vieil homme, ses mains noueuses posées sur le drap blanc, sa respiration sifflante, sa solitude. Quelque chose se serra dans sa poitrine. « Je peux rester avec lui un moment ?» demanda-t-elle. Sophie la regarda, surprise, puis hocha lentement la tête. « Bien sûr, je reviens dans 15 minutes. » Noémie s'approcha du lit et tira une chaise. Elle s'assit, prit doucement la main du vieil homme dans la sienne. Elle était froide, fragile, comme celle d'Hélène. Des années plus tôt, les yeux de Monsieur Karim s'ouvrirent lentement. Il tourna la tête vers elle, confus d'abord, puis rassuré de voir un visage bienveillant. « Bonjour, monsieur, » dit-elle doucement. « Je m'appelle Noémie. Je suis étudiante infirmière. Ça vous dérange si je reste un peu avec vous ?» Il secoua faiblement la tête, et un sourire fragile étira ses lèvres sèches. « Non, reste, » murmura-t-il d'une voix rauque. Alors elle resta, elle lui parla de tout et de rien, du temps qu'il faisait dehors, des feuilles qui tombaient, de l'odeur du café dans les couloirs, des choses simples, ordinaires, qui remplissaient le silence pesant de la mort qui rôdait. De temps en temps, Monsieur Karim serrait sa main un peu plus fort, comme pour s'assurer qu'elle était toujours là. Et elle était là, elle ne partait pas. Quand Sophie revint, elle trouva Noémie toujours assise au chevet du vieil homme, lui racontant une histoire de son enfance. Sophie ne dit rien, elle se contenta de sourire et de repartir discrètement. À la fin de son service, Noémie quitta l'hôpital avec cette sensation étrange d'épuisement et de plénitude mêlée. Elle avait retrouvé ce qui lui manquait, le sens, le but, la certitude qu'elle était là où elle devait être. Elle prit le métro jusqu'à la rue de la Roquette, où se trouvait maintenant le siège de la Fondation Hélène. En 6 mois, l'organisation avait grandi. Ils avaient aidé 137 familles à payer des traitements, des médicaments, des séjours en centre de soins. 137 familles qui ne se demandèrent plus s'il fallait choisir entre manger et soigner. Reine était au téléphone quand Noémie entra. Prenant note d'une demande d'aide, elle avait changé, elle aussi. Ses cheveux gris étaient maintenant coiffés avec soin. Elle portait du rouge à lèvres discret. Et surtout, elle souriait. Vraiment souriait. « Oui, madame, je comprends. Nous allons examiner votre dossier. Et vous rappelons dans les 48 heures. »« Oui, de rien. Bonne journée. » Elle raccrocha et se tourna vers sa fille. « Bonne journée. Très bonne journée. » répondit Noémie. « Et toi ? 15 appels ce matin. 10 demandes d'aide. C'est de plus en plus, ma chérie. On va avoir besoin d'embaucher quelqu'un d'autre pour gérer tout ça. » « Et on le fera. On a les moyens. » C'est étrange de dire ça, non. On a les moyens. Il y a 6 mois, je comptais les centimes pour acheter du pain.
Noémie s'assit sur le coin du bureau. Ça te manque parfois, avant. Reine réfléchit longuement. La pauvreté? Non, jamais. Mais la simplicité, oui. Quand tout était petit et que les problèmes étaient simples. Maintenant, tout est plus grand, plus compliqué, mais meilleur. Non, oui, définitivement meilleur. La porte s'ouvrit et Élie entra, les mains tachées de cambouis, un grand sourire aux lèvres. Vous savez quoi? J'ai eu mon examen. J'ai eu mon putain d'examen de mécanique. Noémie sauta du bureau et le serra dans ses bras. Je suis tellement fière de toi. Le prof m'a dit que je pourrais bosser dans un garage professionnel dès que j'aurai mon diplôme complet. Un vrai boulot, avec un vrai contrat. Reine se leva à son tour et les rejoignit, et ils restèrent là tous les trois, serrés les uns contre les autres, dans ce petit bureau qui sentait le café et les nouveaux départs. Le soir venu, Noémie retourna au cimetière de Montparnasse. Elle le faisait une fois par mois maintenant. Apporter des fleurs fraîches, s'asseoir un moment, raconter à Hélène ce qui se passait. Les lys blancs qu'elle déposa sur la tombe brillaient dans la lumière douce du crépuscule. « Bonsoir, Hélène », murmura-t-elle. « J'ai repris les études. Je serai infirmière dans 2 ans. Si tout va bien, une vraie infirmière, diplômée cette fois. » Le vent souffla doucement, faisant bruisser les feuilles. La fondation marche bien. Maman va mieux. Élie a trouvé sa voie. Même Léon essaie de faire mieux. Je ne sais pas si c'est sincère ou s'il a juste peur pour son image, mais les employés vivent mieux maintenant. C'est ça qui compte. Non. Elle s'assit dans l'herbe, adossée à la pierre tombale. Je ne sais pas si c'est ça que vous vouliez, si c'est ça que vous imaginiez quand vous avez créé ce fonds, mais j'espère que vous seriez fiers. J'espère que vous verriez que ça valait le coup. Silence. Juste le chant des oiseaux et le bruit lointain de la circulation. Aujourd'hui, j'ai tenu la main d'un vieil homme qui mourait seul. Je lui ai parlé jusqu'à ce qu'il s'endorme paisiblement, et j'ai compris quelque chose. Ce que vous m'avez donné, ce n'était pas vraiment l'argent, c'était la preuve que ces moments-là comptent. Que tenir une main dans le noir, c'est pas rien, c'est même peut-être tout. Elle se releva, épousseta son jean, et posa une main sur la pierre froide. Le vrai solde de la vie, c'est pas ce qu'on accumule sur un compte en banque, c'est les mains qu'on tient, les vies qu'on touche, les moments où on choisit de rester quand ce serait plus facile de partir. Elle sourit à travers ses larmes. Merci de m'avoir appris ça. Merci de m'avoir vue. Elle s'éloigna lentement, laissant Hélène reposer en paix sous les lys blancs et le ciel qui rosissait. Dehors, Paris s'illuminait pour la nuit. Des millions de vies s'entrecroisaient, chacune portant son fardeau, ses espoirs, ses petites victoires. Noémie Cordier marchait parmi elles, ni plus riche ni plus pauvre que n'importe qui, juste différente, juste vivante,